On interagit souvent avec des fluides en mouvement. Des fluides tels que l'air, quand on marche, quand on fait du vélo, quand on conduit une voiture, ou bien à bord d'un avion, et même à chaque instant quand on respire. Mais aussi avec des liquides comme le sang. Le corps humain est en fait un grand système hydrodynamique. Dans ce chapitre 14, on va commencer à étudier les lois qui régissent l'écoulement d'un fluide. On va commencer par étudier la poussée d'Archimède. Vous avez tous fait cette expérience, on prend un ballon bien gonflé et on essaie de le mettre sous l'eau et on ressent cette force qui est exercée par l'eau qui tend à faire remonter le ballon. Cette force, c'est la poussée d'Archimède. Elle est causée par la pesanteur qui agit sur le fluide. Elle a son origine dans la différence de pression entre la partie supérieure et la partie inférieure de l'objet. Quelques rappels de la classe de première. Tout objet qui est plongé dans un fluide subit de la part de ce fluide des forces pressantes dont la valeur augmente avec la pression P et l'air S de la surface de l'objet. On a la relation, la force pressante, c'est le produit de la pression par la surface. On rappelle les unités, la force en newton, la pression en pascal et la surface en mètre carré. On avait vu aussi l'année dernière comment la pression d'un fluide variait avec la profondeur. C'était la loi fondamentale de la statique des fluides. Cette relation disait que la pression pour un point B est égale à la pression d'un point A du fluide plus ρ fois G, ZA moins ZB. Ρ c'est la masse volumique du fluide, G c'est l'intensité de la pesanteur, et ZA et ZB sont les profondeurs repérées sur un axe vertical ascendant, un axe vertical orienté vers le haut. Ainsi, plus la profondeur augmente, plus la pression augmente. Sur le schéma où un corps immergé est représenté, la pression du point B est supérieure à la pression du point A parce que le point B est plus profond que le point A. On va combiner maintenant ces deux résultats précédents. La force pressante, c'est le produit de la pression par la surface, et on vient de voir que plus la profondeur est grande, plus la pression est forte. Donc plus la force pressante va être importante. Ainsi, les forces pressantes F exercées par le fluide sur la surface de l'objet immergé ne se compensent pas. Elles sont plus intenses sur le bas de l'objet que sur le haut. La somme de ces forces pressantes est une force qui est verticale et orientée vers le haut. C'est la poussée d'Archimède. Sur le schéma ci-dessous, on a représenté les forces pressantes qui s'exercent sur la sphère. On voit en particulier que la force pressante qui s'exerce sur une portion de surface au point B va être supérieure à celle qui s'exerce au point A, parce que la pression au point B est plus grande qu'au point A, parce que le point B est plus profond que le point A. Et si on fait la résultante de toutes ces forces pressantes qui s'exercent sur des portions de surface, on va avoir une force résultante, qui est la poussée d'Archimède, qui va être orientée vers le haut. Ainsi, dans un fluide au repos, la différence de pression entre les parties inférieures et supérieures d'un corps immergé, dans un fluide incompressible, est à l'origine de la poussée d'Archimède, qui est égale à l'opposé du poids du fluide déplacé. La poussée d'Archimède sera repérée par la lettre pi. Et donc pi est égal à moins ρ fois v fois g. Le produit ρ fois v, où ρ est la masse volumique du fluide, v le volume de l'objet immergé, le produit ρ fois v va correspondre à la masse de fluide qui va être déplacée par l'objet. Le produit masse de fluide déplacée par g, l'intensité de la pesanteur, correspond donc bien au poids du fluide déplacé. Le vecteur petit g, intensité de la pesanteur, est orienté vers le bas. Pi c'est égal à moins ρ fois v fois g, donc la poussée d'Archimède va être orientée vers le haut. Alors en exercice, si on a un bateau de masse m égale 100 tonnes, quel va être le volume de la coque immergée dans l'eau? Le bateau est soumis à deux forces, il est soumis à son poids. C'est une force verticale, orientée vers le bas, et dont l'origine est le centre de masse du bateau. L'eau maintenant va exercer une force sur la coque du bateau, cette force c'est la poussée d'Archimède. C'est une force qui va être verticale là aussi, orientée vers le haut. Le bateau à l'équilibre est soumis à son poids
c'est le vecteur P, et à la poussée d'Archimède. C'est le vecteur π. Si le bateau est à l'équilibre, la résultante de ces deux forces est égale au vecteur nul. On a P plus π qui est égal au vecteur nul. Donc le vecteur poids est l'opposé de la poussée d'Archimède. Ce qui implique que les deux vecteurs ont la même norme, P égale π. P, c'est égal à quoi? C'est égal à la masse du bateau que multiplie l'intensité de la pesanteur, qui va être égale à ρ fois V fois petit g. Ρ fois V, c'est la masse, mais attention, la masse du fluide déplacé. On simplifie par petit g. D'où grand V va être égal à petit m divisé par ρ. Attention aux unités, la masse en kilogrammes, la masse volumique en kilogrammes par mètre cube, et on va obtenir ici un volume qui va s'exprimer en mètres cubes. 100 tonnes, c'est donc 100 que multiplie 10 puissance 3 kg, divisé par la masse volumique de l'eau, 1,0 fois 10 puissance 3. On simplifie par 10 puissance 3, et donc on obtient un volume de 100 mètres cubes. Donc le bateau de 100 tonnes va déplacer un volume d'eau de 100 mètres cubes. Cette relation nous montre aussi que plus la masse du bateau va être grande, ou plus la masse de sa cargaison va être importante, plus le volume d'eau qui va être déplacé par le bateau va être important, c'est-à-dire que le bateau va s'enfoncer davantage dans l'eau. Alors on va s'intéresser maintenant à des fluides en mouvement, c'est-à-dire à des écoulements de fluides. Des expériences qui ont été réalisées par le physicien Osborne Reynolds à la fin du XIXe siècle sur le mouvement des fluides ont montré qu'il y avait deux régimes distincts d'écoulement, laminaire et turbulent. Par exemple, si vous soufflez l'air entre vos lèvres, vous allez obtenir le cas extrême d'un écoulement régulier et précis. Par contre, si vous toussez, l'air va aller beaucoup plus vite et on va obtenir un écoulement qui va être turbulent, un mouvement donc de l'air qui va être complexe, l'air va tourbillonner. On ne va s'intéresser ici qu'à ces écoulements laminaires, ces écoulements réguliers. Donc on va s'intéresser à ces fluides en régime permanent. L'écoulement d'un fluide va être modélisé par des lignes de courant et ces lignes représentent les trajectoires des particules du fluide en mouvement. On dit qu'un fluide s'écoule en régime permanent ou stationnaire lorsque les lignes de courant n'évoluent pas au cours du temps. La vitesse V en un point quelconque du fluide conserve alors les mêmes caractéristiques au cours du temps. Vous avez quelques-unes de ces lignes de courant qui sont représentées sur le schéma de droite. Donc on a donc un régime qui est permanent, donc si on reprenait une photo quelques instants plus tard, ces lignes de courant auraient exactement le même emplacement et les vitesses en un point A ou un point B seraient rigoureusement identiques. Et donc rappelez-vous, chaque ligne de courant représente la trajectoire d'une particule à l'intérieur du fluide. Alors première grandeur qui va nous permettre de décrire le fluide, c'est le débit volumique. Il représente le volume de fluide qui traverse une section du conduit par unité de temps. On a donc la formule dV, le débit volumique, qui est égal au quotient du volume divisé par la durée delta t. V, donc c'est le volume de fluide écoulé qui a traversé une section pendant la durée delta t. Donc le volume en mètres cubes, delta t en secondes, et le débit volumique en mètres cubes par seconde. Un exercice d'application. Pour un individu au repos, le cœur humain pompe en moyenne 5 litres de sang toutes les minutes. On va calculer le débit volumique correspondant. Donc le débit volumique, c'est le volume divisé par la durée. Donc 5 litres. On va diviser donc par une minute, 60 secondes. Donc le quotient va donner 8,3 10 puissance moins 2 litres par seconde. Alors, quelle est la relation qui existe entre la vitesse du fluide qui circule à l'intérieur de la canalisation et ce débit volumique? Regardez le schéma ci-contre.
on va calculer le volume de fluide qui s'écoule à travers la section de gauche pendant la durée ΔT. La section de gauche, c'est celle ici que je surligne. Une particule qui est arrivée sur cette section de gauche à l'instant t va parcourir une distance L qui va être égale à la vitesse du fluide que multiplie la durée ΔT. Alors le volume du fluide qui s'est écoulé à travers la section pendant la durée ΔT, c'est le volume du petit cylindre ici qui est représenté en bleu un peu plus foncé sur le schéma. On calcule le volume de ce cylindre en multipliant la section de la canalisation par la longueur petit l. Et petit l, on peut remplacer par V fois ΔT. Attention à ne pas confondre les lettres. Grand V, c'est le volume. Petit v, c'est la vitesse d'une particule. Je vais remplacer dans l'expression du débit volumique. Le débit volumique, c'est le quotient du volume divisé par la durée. V, je remplace donc par S fois V fois ΔT. On peut donc simplifier par ΔT pour obtenir S fois petit v. D'où cette relation entre le débit volumique et la vitesse du fluide. Le débit volumique, c'est la vitesse du fluide que multiplie la section. Le débit volumique en mètres cubes par seconde, la vitesse en mètres par seconde, et la surface en mètres carrés. Alors si on suppose maintenant que la canalisation comporte un rétrécissement, comme le fluide ne peut pas s'accumuler parce qu'il est incompressible, le débit volumique au point A et le débit volumique au point B doivent être identiques. On a donc la relation débit volumique au point A est égal à débit volumique au point B. Et si on remplace avec la relation de l'encadré juste au-dessus, on va avoir VA fois SA qui va être égal à VB fois SB. Par exemple ici, j'aurai VB à partir de cette relation qui serait égal à VA fois SA divisé par SB. Si SB diminue, on va avoir bien sûr le fluide qui va s'écouler avec une vitesse qui va être plus importante. Donc, si la section de la canalisation diminue, alors la vitesse du fluide augmente. Autrement dit, le fluide va accélérer dans les zones de rétrécissement de la conduite. Et réciproquement, si la conduite s'évase, si sa section devient plus grande, alors le fluide va ralentir. On va terminer ce chapitre par la loi de Bernoulli. C'est la loi fondamentale de la dynamique des fluides, qui a été établie donc par Daniel Bernoulli, qui était mathématicien, physicien et médecin. On va découvrir l'énoncé de cette loi. Quand les frottements sont négligeables, l'écoulement d'un fluide incompressible de masse volumique ρ, constante, en régime permanent, vérifie la relation de Bernoulli entre deux points A et B d'une même ligne de courant. PA plus ρGZA plus 1/2 de ρVA carré, c'est égal à la même chose mais pour le point B. Alors pour commencer, cette relation n'est pas à connaître par cœur, elle sera rappelée dans les exercices. Alors vous avez dû vous dire, en regardant cette relation, il y a des termes qui me font vaguement penser à quelque chose, en particulier le terme ρGZA ou le terme 1/2 de ρVA carré. 1/2 de ρVA carré, ça fait penser à l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'était 1/2 de mVA carré. Ici, à la place de la masse, il y a la masse volumique. Donc c'est une énergie cinétique volumique. Il en est de même pour le terme ρGZA, ça fait penser à mgz, l'énergie potentielle de pesanteur. Ici, c'est une sorte d'énergie potentielle de pesanteur volumique. Et le premier terme correspond à l'énergie volumique due à la pression du fluide. On ne peut appliquer la loi de Bernoulli que lorsque les frottements sont négligeables. Ça veut dire lorsque l'on a un fluide qui n'est pas trop visqueux. On ne peut pas utiliser la loi de Bernoulli avec du miel par exemple, qui est un fluide extrêmement visqueux. Et que donne cette loi de Bernoulli dans le cas d'un fluide au repos? Si le fluide est au repos, alors on a VA qui est égal à VB qui est égal à 0, puisque le fluide est immobile. Donc que va donner la loi de Bernoulli? On va avoir PA plus ρGZA. Le troisième terme va être nul, qui va être égal à PB plus ρ fois G fois ZB. Relation que l'on peut réécrire ainsi. PB va être égal à PA plus ρ fois G
Donc j'ai fait passer le terme ρgzb à gauche. Donc je peux factoriser ρ fois g, facteur de ZA moins ZB. Vous avez reconnu cette expression mathématique? On vient de retrouver la loi fondamentale de la statique des fluides. Que devient l'équation de Bernoulli dans le cas d'un écoulement horizontal? Pour un écoulement horizontal, on va avoir ZA qui est égal à ZB. Je vous rappelle, les points A et B doivent appartenir à la même ligne de courant, c'est-à-dire à la trajectoire d'une même particule de fluide. L'équation de Bernoulli s'écrit PA plus ρ fois G fois ZA plus 1 demi de ρ fois VA au carré, qui va être égal à PB, plus ρ fois G fois ZB, plus 1 demi de ρ VB au carré. Et comme ZA est égal à ZB, ces deux termes vont se simplifier. Équation qui peut se réécrire ainsi, PB moins PA, qui va être égal à 1 demi de ρ VA carré moins 1 demi de ρ VB au carré. Donc PB moins PA va être égal à 1 demi de ρ facteur de VA carré moins VB carré. Alors cette relation va nous permettre de prévoir ce qui va se passer quant à la pression du fluide lorsqu'il va traverser un étranglement. Lorsque le fluide traverse un étranglement, on avait vu que la conservation du débit volumique imposait que le fluide accélérait. Donc ici, VB va être plus grand que VA. Si VB est plus grand que VA, le terme VA carré moins VB carré va être négatif, donc le terme de droite va être négatif, donc bien sûr, comme il y a égalité, PB moins PA va être négatif. Ce qui signifie que la pression au point B, la pression dans l'étranglement, va être inférieure à la pression avant l'étranglement. Donc, lorsque le fluide va traverser un étranglement, sa vitesse va augmenter et, de la même façon, on va avoir une pression qui va être plus faible. Si VB est plus grand que VA, alors la pression au point B est plus petite que la pression au point A. C'est le cas dans les étranglements. Pour un écoulement en régime permanent, la pression d'un fluide diminue lorsque sa vitesse augmente, et réciproquement. Il s'agit de l'effet Venturi. Cet effet s'applique aussi aux écoulements des gaz à faible vitesse. L'effet Venturi est utilisé dans la trompe à eau. Rappelez-vous, la trompe à eau, c'est ce dispositif en laiton qui était raccordé au robinet et qui permettait d'aspirer l'air lorsqu'on faisait une filtration sous vide. Donc l'eau circulait dans un tuyau. Au niveau de la trompe à eau, il y a un étranglement. Donc l'eau va plus vite, la pression chute et ça va permettre d'aspirer l'air qui est relié à la fiole à vide. On peut visualiser l'effet Venturi avec cette animation. Les points représentent des particules du fluide en mouvement. On vient de voir l'accélération de ces particules au niveau du rétrécissement. On peut mesurer la vitesse avant l'étranglement, 2,3 mètres par seconde. Au niveau du rétrécissement, on observe bien l'accélération de ces particules pour atteindre une vitesse de 9,2 mètres par seconde et la vitesse rechute après l'étranglement. La pression maintenant, elle est de 119-121 kPa ici avant l'étranglement. On a bien la chute de pression à 81 kPa au niveau du rétrécissement et la pression réaugmente lorsque la section de la canalisation augmente à nouveau. Une autre illustration de cet effet Venturi avec deux bateaux qui naviguent l'un à côté de l'autre. Du fait du rétrécissement, l'eau va plus vite entre les deux bateaux, ce qui crée une zone de basse pression d'après la loi de Bernoulli. La pression est plus faible entre les deux bateaux qu'à l'extérieur.
Du fait donc des forces pressantes qui vont être plus fortes à l'extérieur qu'à l'intérieur, ces forces pressantes vont avoir tendance à rapprocher les deux bateaux qui risquent d'entrer en collision. L'artériosclérose survient quand une plaque, souvent due au cholestérol, se forme à l'intérieur des artères. Au niveau de cette plaque, le diamètre de l'artère diminue, donc il va y avoir une accélération de la vitesse de passage du sang et donc une pression qui va être plus basse par effet Venturi. Alors quand la maladie est assez avancée, la différence de pression à l'intérieur et à l'extérieur de l'artère peut être assez grande pour que l'artère se ferme momentanément et ça va produire une palpitation qui peut être entendue par le médecin avec un stéthoscope.